L'eau n'oublie pas son chemin. Comblain-au-Pont doit son nom à un pont situé sur l'Ourthe, entre le centre du village et de l'autre côté de l'eau. Comblain doit aussi son nom à un mot latin qui veut dire confluent. Deux rivières, l'Ourthe et l'Amblève, se rejoignent au pont de Sey. L'Ourthe et l'Amblève ont creusé des vallées très encaissées, laissant apparaître des rochers aux parois verticales. Je vous propose de faire quelques pas avec moi sur les chemins et les sentiers de quelques histoires de Comblain, cueillies par monts et par vallées. Ma grand-mère habitait de l'autre côté de l'eau. Elle me racontait des histoires étranges, merveilleuses, bienfaisantes. Dans le rocher du vignoble qui longe l'Ourthe, il y a une cavité profonde. Une bête, aux dents rouges, sort à la tombée de la nuit. C'est un loup-garou. Il mange les enfants qui ne rentrent pas à la maison à l'heure du repas. Frémissante, je courais me blottir sur les genoux de ma grand-mère, avant la tombée de la nuit. L'Ourthe et l'Amblève ont creusé des vallées verdoyantes et boisées qui attirent les touristes. Quand on sait garder le silence, les arbres de chez nous ont des vertus étranges, merveilleuses, bienfaisantes. En ce temps-là, on croyait qu'un trésor sommeillait en terre près d'un arbre qui portait du gui. Et le gui dit toujours la vérité. Jadis, le quartier du Ciseaux était le plus animé de Comblain. Les bateliers de l'Ourthe s'y arrêtaient pour charger leurs betchettes avec du minerai de fer, du bois, des pavés ou pour décharger des colis. Les bateliers logeaient dans les auberges du quai du Ciseaux. Dans le jardin d'une auberge, il y avait un pommier tout courbé par les années et chargé de gui. L'aubergiste avait commencé à fouiller au pied de l'arbre. Après tout, on ne sait jamais. Sa femme se moquait de lui. 5 Hollandais s'installèrent à l'auberge. Ils se disaient sourciers. Ils cherchaient des gisements de fer, de plomb, de cuivre et d'autres métaux précieux. Le plus jeune des Hollandais manipula un pendule devant l'aubergiste. Le petit objet mystérieux se mit brusquement à osciller fortement en direction de la grange de l'auberge. « Il doit y avoir une masse de minerai à bien peu de profondeur. » L'aubergiste empoigna une pioche et se mit à creuser avec vivacité le sol de la grange. Son outil heurta un objet métallique. Une grosse marmite en fer apparut. Fou de joie, l'aubergiste courut auprès de sa femme. « Ça y est, nous avons trouvé le trésor !» Il se versa quelques rasades de genièvre. À ce moment-là, 2 Hollandais quittèrent la grange emportant la précieuse marmite au trésor. L'aubergiste revint alors dans la grange. 3 de ses locataires approfondissaient le trou. « La marmite vient de s'enfoncer dans le sol et nous ne la voyons plus. Tout espoir est perdu. Votre trésor s'est enfoui de 101 toises et ne reviendra à la surface que dans 101 ans. » L'aubergiste se sentit mal. Il se mit au lit. Le lendemain matin, les étrangers avaient quitté Comblain. Le gui avait dit vrai. Étrange, n'est-ce pas? L'aubergiste, lui, se rappela, mais un peu tard, que lorsqu'on découvre un trésor, on doit garder le silence aussi longtemps qu'il n'est pas complètement retiré de sa cachette.
Madame Beaumont, mon institutrice de 2e primaire, habite à Mont. Elle raconte que du temps de nos grands-mères, les grottes n'étaient qu'un énorme précipice effrayant, noir, au fond d'un bois sombre. Là habitaient des petits lutins très serviables. Les gens allaient déposer leurs chaussures abîmées au bord de l'abîme. Les lutins les réparaient. Ils recevaient en échange ce qui leur était nécessaire pour vivre. Chaque nuit, les lutins couraient à travers les champs et les bois pour chasser les mauvais esprits du village. Il paraît que ces lutins cordonniers travaillaient bien mieux que les cordonniers actuels. Et vous, faites-vous réparer vos chaussures? Nous pourrions aller aux grottes, longtemps inconnues des habitants de Comblain. Il y avait pourtant bien un trou, un chantoir. Le mot chantoir est masculin ou féminin. On peut dire le ou la chantoir. Il peut s'écrire avec un E final ou sans E. Une aubaine pour les élèves qui ont des problèmes avec l'orthographe. Le chantoir désigne en province de Liège une ouverture par laquelle un cours d'eau devient souterrain. Le ruisseau quitte la surface et poursuit son cheminement sous terre. Au moment où le ruisseau s'engouffre dans le sol, le bruit que fait l'eau fait dire aux habitants que l'eau chante, d'où le mot chantoir. L'abîme, le prolongement du chantoir, est ouvert depuis l'époque de la disparition des dinosaures. Un gouffre profond de 22 mètres. Il donne un accès naturel à la première salle des grottes. Les grottes ont été creusées par les infiltrations des eaux du plateau du Rhédeux, à travers des fissures. Chaque salle est indépendante de celle qui la précède ou la suit. Une première salle s'est creusée. Elle a été abandonnée par les eaux. Une autre salle s'est ouverte, à son tour abandonnée par les eaux du ruisseau pour une 3e salle, et ainsi de suite. Chaque perte successive de la rivière avance comme une cascade. Voici comment on a découvert les grottes de Comblain. En 1900, un jeune chien, un griffon, était tombé dans l'abîme. Certains prétendent même qu'il y fut jeté. La pauvre bête avait été étourdie par sa chute. Puis le griffon se mit à aboyer lugubrement. La nouvelle fit le tour du village. Elle parvint aux oreilles de Madame la comtesse de Steinlein, âme sensible, présidente de la Société protectrice des animaux. Elle demanda à un gentilhomme de Comblain, audacieux et intrépide, de mettre tout en œuvre pour amener le chien à la surface, et ainsi le sauver d'une mort affreuse. Notre homme décida de descendre dans l'abîme. Aidé d'un ami et muni d'une corde solide, il se laissa lentement glisser dans le gouffre jamais atteint par notre civilisation. Malgré la longueur insuffisante de la corde, il est parvenu à saisir l'animal. Il le garda sous son bras gauche durant toute la remontée. Il remonta donc les 22 mètres de l'abîme à la force d'un seul bras. Madame la comtesse de Steinlein récompensa comme il convenait cette incroyable prouesse. Notre gentilhomme accepta de garder le griffon. Sauvé, le chien ne manqua plus jamais de rien. Cette première descente dans l'abîme de Comblain fut suivie par d'autres expéditions. D'éminents géologues, des spéléologues, les chercheurs de Wallonie, descendirent dans le chantoir. Ils vinrent prospecter l'abîme. Ils découvrirent une galerie inclinée et 2 salles très spacieuses. Puis la guerre de 1914 éclata. Les recherches s'arrêtèrent. En 1925, les géologues, les spéléologues, les chercheurs de Wallonie revinrent dans la grotte, descendant dans les profondeurs de la terre à l'aide d'une caisse. Ils découvrent une série de salles d'une beauté et d'une richesse insoupçonnées. Les chercheurs ont retrouvé dans les grottes des ossements de bovidés, de chevaux, de loups et 10 crânes d'êtres humains. Ces ossements, dont la seule présence au fond de l'abîme fait frémir, nous rappellent les accidents, les règlements de compte ou même les exécutions de la justice féodale. On imagine les malheureux précipités vivants dans ce vaste tombeau. Laissons notre imagination passer. Avez-vous déjà visité les grottes de Comblain? Aujourd'hui, l'abîme est paisible et accueillant.
Les visiteurs accèdent aux grottes par un tunnel pratique, moins dangereux que le gouffre. Notre chemin se construit en marchant. Allons au pic Napoléon avec Monsieur de Taille. Monsieur de Taille a beaucoup fait de recherches sur l'histoire de Comblain. En quittant la chapelle de Mont, nous pouvons marcher environ 1 kilomètre vers Chession. Sur la droite, nous apercevons un gros bloc naturel de pierre, une aiguille rocheuse séparée de la falaise mère. La légende dit que la pierre va boire dans l'Ourthe à minuit une fois par an. La forme du rocher rappelle en petit celle du rocher de Dinan. On l'a appelé le rocher Bayard. 2 chemins fréquentés par les voyageurs du Moyen Âge se croisaient à Comblain-Centre. Ces chemins étaient appelés voie des 4 Fils-Aymon. Chacun sait que Bayard est un cheval célèbre, fabuleux. Il emportait les 4 Fils-Aymon. Grâce à ses bonds prodigieux, il soustrayait ses 4 cavaliers aux poursuites de leurs ennemis. Le nom de Roche-Bayard s'est perdu. Il a été remplacé par celui de Pierre Charlemagne, un empereur prestigieux contre qui les 4 frères Aymon ont lutté longtemps avec beaucoup d'acharnement. Ce sacré Charlemagne qui aurait inventé l'école serait né à Jupy ou à Liège. Son nom a été remplacé par le nom d'un autre empereur. Napoléon portait un chapeau, un bicorne. Il scrutait ses troupes, assis sur son cheval. Le pic Napoléon ressemble à un officier, haut perché, qui veille sur Comblain. Les Allemands, installés chez nous au cours de la Première Guerre mondiale, ont envoyé de petits projectiles vers notre pierre à boire. Ils voulaient la détruire totalement par la poudre sous prétexte qu'elle menaçait de s'écrouler et d'obstruer la route. Ils lui ont enlevé son bicorne. Ainsi donc, notre rocher est célèbre. Il a reçu tour à tour le nom des plus grandes figures légendaires et historiques de chez nous. Le cheval Bayard, Charlemagne et Napoléon. Ne cherchons pas le chemin du bonheur. Le bonheur est le chemin. Nous arrivons à la Belle Roche avec Marcelin Lagarde, un grand raconteur d'histoire sur notre région du XIXe siècle. La Belle Roche constitue un ensemble de rochers magnifiques. Quand le chemin de fer n'existait pas, l'Amblève formait au pied de la falaise un gouffre profond animé d'un puissant tourbillon. La nymphe de la Belle Roche, une mystérieuse dame blanche, possède une éternelle jeunesse. Elle est immortelle, elle est gardienne d'un trésor. Les vieux raconteurs d'histoire disent qu'elle est étrange, merveilleuse et bienfaisante. Elle ne se montre qu'une fois l'an, quand le temps est beau, dans la nuit du 1er mai. Elle vient se baigner dans l'Amblève, vêtue d'une longue robe blanche et parfois couronnée de fleurs de pâquerette, de boutons d'or et de myosotis. Son fabuleux trésor appartiendra au jeune homme de l'âge de 20 ans qui parviendra à toucher un des pans de sa robe pendant une de ses rares et nocturnes apparitions. Pour pouvoir l'approcher, le jeune homme doit être aussi vertueux, aussi pur qu'elle est belle. Jérôme, un jeune homme de Comblain, était difficile. Il entendit parler de la Dame Blanche, l'elfe de la Belle Roche. Il devint un modèle. On le voyait continuellement occupé à pratiquer le bien. Il voulait devenir un bon cordonnier. Jérôme atteignit 20 ans. Soucieux de vivre dans la plus grande vertu, il fuyait la présence de Georgette. Georgette aimait Jérôme, et Jérôme aimait Georgette. Le 1er mai approchait. 1er mai. La nuit était belle. La pleine lune brillait sur la Belle Roche. Jérôme s'était approché du bord de l'Amblève. Tout à coup, à l'autre rive, une forme blanche se dessinait sur le fond sombre du rocher. Jérôme se laissa glisser dans la rivière. Il se sentit entraîné par le tourbillon.
D'un suprême effort, il se dégagea du cercle fatal. Sa tête cogna à un angle de rocher. Il s'évanouit. Quand il revint à lui, sur l'herbe du bord de l'Amblève, il avait sur la figure un mouchoir blanc de fine dentelle. Il resta 15 jours engourdi, comme assoupi. Il attendait que l'elfe se manifeste. Il était convaincu qu'elle l'avait sauvé et soigné. Les jours passaient. Jérôme apprit que Georgette était fort malade suite à un refroidissement inexpliqué en mai. Il alla lui rendre visite. Jérôme aimait Georgette. Georgette aimait Jérôme. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Jérôme essuya ses larmes avec un mouchoir de dentelle. La mère de Georgette s'écria « Tiens, voilà que Jérôme a le mouchoir que Georgette disait avoir perdu. » Au repas de noces, un vieux raconteur d'histoires lança « N'avais-je pas raison de prétendre que l'elfe de la Belle Roche et les lutins des grottes sont des créatures étranges, merveilleuses et bienfaisantes ?» Voici donc venu le temps de réparer nos chaussures et de nous promener au gré de la rivière. Le château de Poulseur est célèbre. C'est une forteresse bâtie par le roi Charles à l'époque où celui-ci assiégeait Montfort. Au XIVe siècle, Gilles de Magny vivait dans la tour de Charlemagne. Grand, beau, élégant, d'une vaillance à toute épreuve, le seigneur de Poulseur était l'honneur des tournois. Dès qu'il apparaissait bardé de fer, la lance au poing, toutes les mains battaient pour le saluer. Les dames sentaient palpiter leur cœur pour le beau chevalier. Au combat, les passes de Gilles étaient hardies. Tout le monde acclamait le vainqueur. Il remerciait d'un geste, d'un sourire et s'empressait de quitter l'arène. Il allait simplement rendre ses devoirs à la châtelaine, dont il venait de défendre les couleurs. Les aventures de Gilles couraient le pays. Plus d'une jouvencelle s'endormait en rêvant du champion dont on vantait les qualités de séducteur. Gilles de Magny sillonnait la région, allant de joute en joute, cueillant au passage les faveurs des belles. Toutes les femmes rêvaient de lui. Le chevalier ne se laissait pas attendrir. À l'aurore, il remontait en selle et chevauchait vers d'autres lieux et d'autres amours. Les femmes qui s'étaient laissées frapper par les flèches de Cupidon se souvenaient du célèbre amoureux. Elles chantaient toute cette phrase. « Dieu fasse paix à Gilles de Magny, ce bon vieux chevalier !» Les années avaient fui. Il avait 50 ans et les tempes grises. Ce jour-là, il était pourtant sorti triomphant du tournoi à Raillet. Il rentra au château de Poulseur. Il se reposa. Au crépuscule, il remonta sur son cheval. Il gagna la vallée de l'Amblève. La nuit tiède était rafraîchie par une vapeur légère qui flottait sur la rivière. On était au cœur de l'été. Les eaux étaient très basses. Gilles se sentait las, très las.
Le poids des combats pesait sur ses épaules, son épée alourdie par les âmes emportées. Il atteignit la belle roche et attacha son cheval à un arbre. Soudain, il aperçut la Dame Blanche au milieu de l'eau. Avec 1000 précautions, il s'approcha de la rive, ne pouvant détacher son regard de la jeune femme qui dansait dans la nuit. Gilles de Magny avait 50 ans. Il nagea vers la Belle des Belles. Plus il s'approchait du rocher, plus le courant devenait rapide. Il luttait avec ardeur pour presser sur son cœur la nymphe de la Belle Roche. Il se sentit happé par une force invisible. Il disparut sous l'eau. Dieu fasse paix à Gilles de Magny, ce bon vieux chevalier. Chaque homme doit inventer son chemin. L'eau, elle, n'oublie pas son chemin.